L'histoire que j'ai choisie pour ma vidéo d'aujourd'hui est vraiment intrigante. Au petit matin du 1er décembre 1948, la police de la ville de Somerton en Australie est appelée à se rendre sur la plage car un cadavre vient d'y être découvert. Ce jour-là, les autorités ouvriront une enquête sur ce qu'on appellera par la suite l'un des plus profonds mystères de l'Australie. Ouvrez la parenthèse. Donc il est 6h30 du matin quand la police arrive sur la plage de Somerton où a été découvert le corps d'un parfait inconnu. Et du coup je dis parfait inconnu parce que encore à aujourd'hui on ignore presque tout de lui. Le corps de la victime est couché sur le sable au moment de la découverte, la tête reposant sur la digue, le bras gauche tendu et le bras droit plié. On trouve derrière son oreille une cigarette qui n'a pas été allumée et une autre cigarette à moitié consumée sur le côté droit du col de son manteau. Dans ses poches, on trouve un ticket de train de seconde classe allant de la ville voisine Adélaïde jusqu'à Henley Beach, qui n'a pas été utilisé, un ticket de bus de la ville de Somerton qui lui a été utilisé pour descendre à un arrêt à environ 1000 mètres, et un paquet de cigarettes de la marque Army Club contenant des cigarettes de la marque Kensitas. Lorsque la police commence à interroger des témoins, un couple déclare avoir aperçu un homme la veille au soir dans les alentours de 19h, allongé dans la même position et exactement au même endroit où a été découvert la victime. Le couple dit l'avoir vu étendre son bras gauche pour ensuite le relâcher comme s'il s'étirait. Un autre couple déclare avoir pu observer l'homme entre 19h30 et 8h, donc pendant à peu près une demi-heure, alors que l'éclairage public était allumé. Ils disent qu'ils ne l'ont pas vu bouger, cependant, ils ont eu l'impression qu'il avait vivement changé de position entre-temps. Ils se sont même fait la remarque que l'homme pouvait être mort puisqu'il ne réagissait pas aux moustiques, mais ils ont pensé qu'il était saoul ou endormi, donc ils n'ont pas cherché à en savoir plus. Donc là, l'enquête commence et les trois médecins légistes qui sont en charge de pratiquer l'autopsie sur le corps vont déterminer que la victime semble être britannique, semble être âgée de 40 à 45 ans. Et bizarrement, la victime paraît être dans une forme physique particulièrement bonne. Ils ont affaire à quelqu'un qui est assez grand de taille, avec des cheveux blonds, les yeux noisettes, une taille étroite, les épaules larges, et des mains et des ongles ne montrant aucune trace de travaux manuels. La victime était rasée de près et plutôt bien habillée avec des vêtements de qualité. Il portait un costume élégant. Cependant, toutes les étiquettes de ses vêtements avaient été soigneusement enlevées et il ne possédait ni portefeuille et ni chapeau. Et ça, à l'époque, c'était plutôt inhabituel, surtout pour quelqu'un habillé en costume. D'autre part, aucun document relatif à son identité n'a été retrouvé dans les poches de la victime. Et aussi, son empreinte dentaire ne correspondait avec aucune autre connue en Australie. L'autopsie qui a été réalisée après la découverte du corps situe l'heure de décès aux environs de 2h du matin. Elle révèle aussi que le dernier repas ingéré par la victime avant de mourir ait été une tourte, mangée environ 3 ou 4 heures avant la mort. Mais les examens pratiqués ne permettent pas de révéler des traces de substances suspectes dans le corps. Bien qu'un empoisonnement ait été la thèse privilégiée, la tourte n'a pas été considérée comme pouvant être à l'origine de l'empoisonnement. Et à part ces éléments, les médecins légistes n'ont pas été capables de déterminer avec exactitude la cause de la mort. Ni même si l'homme que les témoins disent avoir vu la veille au soir est bien la victime. La diffusion à l'échelle mondiale d'une photo de la victime et de ses empreintes digitales ne mène à aucune identification. Et comme le corps n'est pas identifié, il sera embaumé le 10 décembre 1948. Un des journaux quotidiens de la ville d'Adélaïde, le lendemain, fait mention de l'affaire. On pouvait y lire: un corps qu'on suppose être celui de C. Johnson, un homme de 45 ans, a été découvert sur la plage de Somerton. Donc là, on découvre un corps. Les médecins légistes sont incapables de déterminer qui il est et comment il est mort, donc encore moins pourquoi.
Et là, tout de suite, la presse s'empare de l'affaire en faisant des spéculations, en mentionnant quelqu'un comme pouvant être la victime. Là, les spéculations commencent. Le 3 décembre 1948, E.C. Johnson, dont le nom avait été mentionné dans l'article du jour précédent, se présente au poste de police pour prouver qu'il est bien vivant et qu'il ne s'agit donc pas de lui. Le même jour, un autre quotidien de la ville publie une photographie de la victime, ce qui entraînera une nouvelle vague d'appels concernant la possible identité de la victime. Le 4 décembre, la police déclare que les empreintes digitales de l'homme ne figurent pas dans les fichiers de la police du sud de l'Australie. Le 5 décembre, le journal quotidien qui avait mentionné l'homme E.C. Johnson rapporte que la police cherche dans les dossiers militaires un homme qui aurait été aperçu en train de boire un verre dans un hôtel à Glenelg le 13 novembre. Pendant qu'il buvait, l'homme aurait montré une carte de pension militaire portant le nom de Solomonson. De nombreuses spéculations crédibles sur l'identité de la victime sont faites, dont une au début du mois de janvier 1949, quand deux personnes identifient le corps comme étant celui d'un bûcheron de 63 ans nommé Robert Walsh. Une troisième personne, James Mack, qui a vu le corps lui aussi et n'a pas pu l'identifier dans un premier temps, recontactera la police une heure plus tard pour déclarer qu'il s'agit bien du corps de Robert Walsh, le bûcheron de 63 ans. Robert Walsh avait quitté la ville d'Adélaïde un mois auparavant pour acheter des moutons à Queensland et il n'était pas rentré à Noël comme il l'avait prévu. La police reste néanmoins sceptique quant à cette possible identification car en effet, Robert Walsh est un homme de 63 ans et ça ne correspond pas vraiment avec les caractéristiques physiques du corps qu'ils ont découvert sur la plage. Je vous rappelle, les 3 légistes qui étaient en charge de l'autopsie avaient déclaré que la victime semblait être âgée de 40 à 45 ans. La police remarque cependant que le corps retrouvé présente des caractéristiques cohérentes avec la thèse du bûcheron, mais que l'état de ses mains indique qu'il n'aurait pas coupé de bois depuis au moins 18 mois. L'identification de la victime comme étant Robert Walsh tombe finalement à l'eau quand Elizabeth Thompson, l'une des personnes qui avait identifié le corps comme étant celui du bûcheron, se rétracte en le voyant pour la 2e fois. Elle note alors qu'il manque une cicatrice caractéristique sur le corps de la victime et que la taille des jambes ne correspond pas à celle de Robert Walsh. Donc là, on est au début du mois de février 1949 et il y a déjà 8 identifications plausibles, dont celle faite par 2 habitants de la ville de Darwin, qui pensent que le corps est celui d'un de leurs amis, ainsi que d'autres personnes qui évoquent un garçon d'écurie, un travailleur sur un bateau à vapeur ou un Suédois. Des enquêteurs de l'État de Victoria pensent pendant un moment qu'il pourrait s'agir d'un de leurs compatriotes à cause de la similitude entre les marques de blanchisserie que présentent les vêtements de la victime et celles utilisées par les blanchisseurs de Melbourne. Après la publication de la photo de la victime dans l'État de Victoria, 28 personnes déclarent connaître la victime. Mais les enquêteurs de l'État de Victoria réfutent toutes les déclarations et déclarent qu'ils sont en possession d'éléments, d'indices qui permettent de conclure qu'il est finalement improbable que l'homme soit d'origine de l'État de Victoria. En novembre 1953, la police déclare avoir reçu plus de 250 témoignages de civils pensant connaître l'identité de la victime ou pensant l'avoir déjà vue. Mais pour la police, le seul indice réellement intéressant réside dans les vêtements que la victime portait lors de sa mort. Et rappelez-vous, quand la victime a été trouvée sur la plage, il était habillé en costume. Je ne sais pas si je vous l'ai dit au début de la vidéo, mais les médecins légistes avaient déterminé que la veste de son costume était de style européen. Et ils avaient aussi déterminé que la victime semblait être britannique. Le 14 janvier 1949, l'affaire prendra une nouvelle tournure quand le personnel de la gare d'Adélaïde découvre une mallette marron dont l'étiquette a été enlevée et qui avait été enregistrée au vestiaire de la gare après 11 h le 30 novembre 1948. Dans la mallette, on trouve une robe de chambre à carreaux rouges, des chaussons rouges, 4 caleçons mais pas de chaussettes, un pyjama, du matériel de rasage, une paire de pantalons marron clair sur lesquels on a trouvé du sable, un tournevis d'électricien, un couteau de table taillé pour en faire un instrument tranchant, une paire de ciseaux aux pointes aiguisées ainsi qu'un pinceau à pochoir
utilisées sur les bateaux de marchandises pour marquer la cargaison. Et la mallette contient également un carton de fil ciré orange, du même type que celui utilisé pour repriser les doublures des poches des vêtements de la victime. Encore une fois, sur tous les vêtements trouvés dans cette mallette, on n'a aucune étiquette d'identification. À l'époque, c'était commun d'écrire son nom, son prénom ou les deux sur les étiquettes des vêtements. Mais là, on ne trouve rien. Toutes les étiquettes ont été enlevées. À l'exception d'une cravate, d'un sac à linge et d'un tricot de corps, sur lequel on trouve une étiquette avec le même nom de famille à chaque fois, mais écrit dans une orthographe différente. Le nom, c'est T. Kane. Donc il est écrit une première fois donc, avec un E à la fin. Il est écrit une deuxième fois sans le T et une troisième fois sans le E à la fin. Et on y trouve aussi des notes de blanchisserie. La police pense alors que la personne qui a enlevé les étiquettes avec le nom de la victime a fait exprès de laisser ces étiquettes-là avec le nom Kane, T. Kane, écrit dans différentes orthographes de manière à mettre la police sur une fausse piste. Mais finalement, une enquête ultérieure révélera qu'en réalité, il était impossible de retirer ces étiquettes-là sans abîmer les vêtements. On pense pendant un moment que la victime pourrait être un marin qui travaille à bord d'un bateau qui est à ce moment-là dans le port, du nom de Tommy Reed. Mais ses compagnons de bord réfutent catégoriquement cette théorie après avoir vu le corps à la morgue. Par la suite, une enquête conclura qu'il n'y a aucun T. Kane qui est porté disparu dans les pays anglophones. Et la publication mondiale des numéros de blanchisserie qui étaient présents dans la mallette marron ne donnera aucun résultat. Le manteau de la victime, qui était fabriqué sur mesure, sera inspecté par un tailleur de la ville d'Adélaïde. Et celui-ci indiquera que la confection particulière de ce manteau prouve qu'il ne peut venir que des États-Unis, ce qui signifie que l'homme aurait séjourné aux États-Unis ou qu'il aurait acheté ce manteau à quelqu'un venant des États-Unis qui aurait les mêmes mensurations que lui. En étudiant le registre d'arrivée de train, la police déduit que l'homme a dû arriver par un train de nuit, soit depuis Melbourne, soit depuis Sydney ou soit depuis Port Augusta. Elle suppose ensuite qu'il a pris une douche et qu'il s'est rasé dans les bains publics avant de revenir à la gare pour s'acheter un ticket pour le train de 10h50 à destination de Henley Beach, que pour une raison inconnue, il aurait raté ou volontairement pas pris. Après être revenu à la gare depuis les bains publics, il a enregistré sa mallette au vestiaire et ensuite il est monté dans le bus pour Glenelg. Derek Abbott, un professeur de l'université d'Adélaïde qui a étudié l'affaire, pense que l'homme a pu acheter le billet de train avant de se laver, mais trouvant les équipements sanitaires de la gare fermés ce jour-là, il se serait alors dirigé vers la piscine située un peu plus loin pour se laver, ce qui aurait ajouté 30 minutes au temps qu'il pensait mettre. Ceci expliquant pourquoi il aurait raté le train de Henley Beach et pris le bus suivant. L'enquête des légistes a commencé quelques jours après la découverte du corps et l'un d'eux, un pathologiste très réputé, réexaminera le corps et les vêtements de la victime et fera plusieurs découvertes. Il découvrira que les chaussures de l'homme étaient remarquablement propres et avaient l'air d'avoir été vernies, au lieu de présenter l'aspect qu'elles auraient dû si l'homme s'était promené sur le sable. Il ajouta que cette information allait dans le sens de la théorie selon laquelle le corps de l'homme aurait pu être déplacé après sa mort et rapporté sur le sable, puisque sur le sable on ne trouvait aucune trace de vomissure et de convulsion. Parce que ça, en réalité, c'est deux choses qui se produisent quand quelqu'un est empoisonné, en réalité. Quand quelqu'un est empoisonné, c'est ce qui se produit. La personne convulse et vomit. Et là, à l'endroit où on a découvert le corps, il n'y a aucune trace de ces deux effets-là. L'empoisonnement étant la cause de décès la plus plausible, la plus crédible à ce moment-là, selon les légistes qui soutiennent que la victime aurait pu être empoisonnée par une drogue, par un certain type de drogue qui peut être extrêmement toxique même dans des quantités indétectables. Ils pensaient aussi que si aucun des témoins ne pouvait établir avec certitude de lien entre l'homme qui pensait avoir vu la veille et la victime, alors tout ça, ça allait dans le sens de la théorie selon laquelle l'homme aurait été tué puis rapporté sur le sable. Cependant, il a admis qu'il s'agissait que de simples spéculations puisque la plupart des témoins assuraient avec certitude qu'il s'agissait bien du même homme. Le manque de succès concernant l'identification de la victime et les causes de la mort
poussera les autorités à déclarer qu'il s'agissait d'un mystère sans équivalent. Un éditorialiste parlera même d'un des plus profonds mystères australiens, en mettant en évidence que si l'homme était mort à cause d'un poison si rare que même les experts en toxicologie ne pouvaient pas savoir de quoi il s'agissait, alors les connaissances du coupable en matière de poison permettaient d'exclure la théorie d'un simple empoisonnement domestique, et alors il s'agirait d'une affaire beaucoup plus sérieuse. Pendant l'enquête, le pathologiste trouvera un morceau de papier sur lequel il est écrit Tamam Shud dans la poche du pantalon de la victime. Les spécialistes appelés pour traduire ces mots l'identifieront comme une phrase signifiant fini ou terminé en langue persane, et ils déclareront qu'il s'agit d'une inscription qu'on trouve sur la dernière page d'un livre de poèmes appelé les Rubayat d'Omar Khayyam. Le thème principal de ces poèmes est que la vie doit être vécue pleinement, intensément, à chaque instant, et qu'il ne faut pas avoir de regrets au moment de la mort. Et du coup, le sujet de ces poèmes poussera la police à envisager la possibilité d'un suicide, même s'il n'y a aucune preuve pour appuyer cette thèse. Du coup, le verso du papier était vierge, et la police mènera une enquête nationale pour retrouver une édition du livre ayant la même page à la fin, avec la même inscription. Donc une photographie du morceau de papier avec l'inscription sera envoyée aux différentes divisions de police de l'Australie et diffusée au grand public. Le 22 juillet 1949, un homme se présentera et déclarera qu'il avait trouvé une version très rare de ce livre sur le siège arrière de sa voiture, alors qu'il avait garé sa voiture dans une rue et il avait laissé sa voiture ouverte. Et quand il est revenu, il a trouvé ce livre sur le siège arrière de sa voiture. D'après lui, ça se serait passé environ une semaine ou deux avant la découverte du corps. Et ça, c'est un élément qui est super bizarre dans l'enquête, parce que une fois qu'ils ont réalisé des tests microscopiques du fameux morceau de papier qu'ils ont trouvé dans la poche de la victime, ils se sont finalement rendus compte que le morceau de papier et le livre, ils étaient liés. Le morceau de papier venait de ce livre. Et ça, c'est hyper bizarre. Et du coup, l'identité de cet homme qui a fait ces déclarations ainsi que sa profession seront tenues secrètes conformément à son souhait. Puis ça peut se comprendre en plus parce que lui, il ne savait pas ce qu'il avait à faire dans cette histoire. Il a trouvé le livre, il devait certainement avoir peur pour lui, il devait certainement être lié à l'histoire d'une manière ou d'une autre sans même que lui-même le sache. Si ça m'était arrivé, j'aurais flippé. Ok, il y a un homme qui est mort, on trouve une inscription sur un morceau de papier dans sa poche. 2 semaines avant, je retrouve le livre dans ma voiture et après la découverte du corps, la police me dit que le livre et le morceau de papier, ils étaient ensemble en fait. Enfin, le morceau de papier venait bien du livre. Du coup, c'est pas tout parce que derrière le livre aussi, on trouvera 5 lignes de lettres en capitales écrites au crayon à papier, dont la 2e ligne a été barrée. Et du coup, à aujourd'hui, la ligne barrée est considérée comme partiellement identique à la 4e ligne, ce qui implique que du coup, la personne qui a écrit la ligne barrée, elle se serait trompée. Elle aurait recommencé à la 4e ligne, et ça voudrait dire que cette succession de lettres constituerait en un code. Ça voudrait dire quelque chose en fait. Et du coup, ça aurait un sens. Mais malheureusement, le code sera étudié par le département de la défense australien, qui déclarera que le nombre de symboles était trop faible pour pouvoir identifier une suite logique ou un schéma, et que les symboles qui étaient inscrits pouvaient être aussi bien un code qu'une suite de lettres sans aucun sens. Et d'ailleurs, aujourd'hui, de nombreuses tentatives ont été faites, notamment par les services de renseignement militaires, ceux de la marine, des mathématiciens, des astrologues et des craqueurs de code amateurs, mais malheureusement, ça n'a jamais rien donné. En 2004, un inspecteur suggérera que la dernière ligne pourrait être les initiales de la phrase « Il est temps d'aller dans le sud de l'Australie à Moseley Street ». Du coup, en anglais, « It's time to go ». Moseley Street étant la rue principale de la ville de Glenelg. Au dos du livre, la police trouvera aussi un numéro de téléphone inscrit sur liste rouge, appartenant à une ancienne infirmière qu'on appellera Justine. Et cette Justine habitait justement dans cette rue principale, à environ 400 mètres du lieu où on a découvert le corps de la victime.
Justine déclarera qu'au moment où elle travaillait à l'hôpital de Sydney pendant la Seconde Guerre mondiale, elle possédait un exemplaire des Rubaiyat, mais qu'elle l'avait donné en 1945 à un lieutenant du nom d'Alfred Boxall, qui travaillait à la section de transport de l'eau de l'armée australienne. Justine indiquera qu'elle avait déménagé à Melbourne après la guerre et ensuite qu'elle s'était mariée. Elle avait ensuite reçu une lettre de la part de Alfred Boxall, mais elle lui avait indiqué qu'elle s'était ensuite mariée. Et du coup, on peut supposer que cette Justine aurait eu une liaison à l'époque avec cet Alfred Boxall, puisque c'était pas anodin si elle lui avait offert cet exemplaire de Rubaiyat, parce qu'il s'agit de poèmes. Et aussi, elle avait recopié à la fin du livre un des poèmes qui parlait d'amour. Elle ajoutera aussi qu'à la fin de l'année 1948, un homme aurait posé des questions sur elle à son voisin. Donc déjà, là, ça laisse un petit peu entendre que cette femme, en temps normal, elle avait l'air un peu suspecte, elle était un peu bizarre. Et du coup, vous allez comprendre aussi pourquoi à la fin de la vidéo. Par ailleurs, aucune preuve n'a pu démontrer que Boxall, qui ne savait pas qu'elle s'était mariée, ait eu le moindre contact avec elle après 1945. Et il apparut par la suite que cette femme en réalité n'était pas mariée, mais qu'elle vivait en concubinage avec un homme qu'elle avait l'intention d'épouser. Néanmoins, elle niera connaître la victime et aussi elle déclarera ignorer pourquoi la victime se trouvait près de son domicile au moment de sa mort. Et du coup, elle demandera à ce que son identité soit préservée, car elle déclarera qu'elle était mariée, du coup ce qui n'était pas vrai, et qu'elle voulait éviter l'embarras d'être liée soit à la victime, soit à Boxall. Pendant sa prise de déposition par la police, l'inspecteur lui montrera un buste en plâtre représentant la victime, mais elle sera incapable de l'identifier. Et un truc encore un peu plus suspect que le fait qu'elle ait menti à la police, c'est que selon l'inspecteur, quand celui-ci lui a montré le buste de la victime, elle aurait eu un vif mouvement de recul, comme quelqu'un de choqué, donnant l'impression qu'elle était sur le point de s'évanouir. Du coup, avec tout ça, la police a cru que la victime était en réalité Alfred Boxall, jusqu'à ce que le vrai Boxall ne soit découvert vivant, en possession de l'édition des Rubaiyat de Omar Khayyam, qui lui avait été offerte, et les mots Tamam Shud étaient toujours présents dans son cas sur la dernière page de son édition du livre des poèmes. Donc là, on est après l'enquête, le corps sera enterré et à la sortie du cimetière, la police interrogera la réceptionniste qui travaillait dans un hôtel situé en face de la gare d'Adélaïde. Et celle-ci révélera qu'un homme étrange avait logé dans la chambre numéro 21, à peu près à la période de la mort, et qu'il était parti le 30 novembre 1948, du coup la même année de la mort. Elle racontera aussi se souvenir que le personnel d'entretien de l'hôtel, en faisant le nettoyage de la chambre, avait découvert une mallette médicale noire et une seringue hypodermique. Là, il y a quand même pas mal de choses bizarres, quoi. On retrouve ça, la mallette, on a une femme qui ment, qui veut préserver son identité. Ça part dans tous les sens, ça n'avance pas. Mais on arrive quand même à lier cette affaire avec d'autres affaires. Écoutez. En 1994, le juge en chef et président de l'Institut de médecine légale de l'État de Victoria a réétudié l'affaire pour déterminer les causes de la mort. Et il conclut que l'utilisation de la digitalis, donc la digitalis c'est une plante à haute toxicité, faisait peu de doute. Il appuiera sa conclusion en soulignant l'engorgement des organes, compatible avec les effets de la digitalis, le manque d'éléments indiquant une maladie naturelle et l'absence de quoi que ce soit de visible à l'œil nu qui puisse expliquer la mort. Et donc 3 mois avant la découverte de l'homme de Somerton, le 16 août 1948, la digitalis avait été mise en cause dans le meurtre du secrétaire adjoint au Trésor américain. Celui-ci avait été accusé d'espionnage soviétique pendant l'opération Venona. Donc là, du coup, des rumeurs commenceront à circuler concernant l'implication de Boxall dans l'espionnage militaire pendant la guerre, ce qui s'ajoutera aux spéculations qui faisaient de l'homme de Somerton un espion empoisonné par des ennemis inconnus.
Et en réalité, Alfred Boxall était ingénieur dans la 4e section des transports de l'eau de l'armée australienne, détaché à l'unité de reconnaissance pour des missions spéciales, sous le commandement direct d'un officier général. Et pendant ce détachement, bizarrement, il passa du rang de caporal suppléant à celui de lieutenant en seulement 3 mois, soit une promotion de 8 rangs en 3 mois. Et là, la théorie de l'espionnage, elle est d'autant plus renforcée de par le lieu de la découverte du corps, donc à Somerton, près d'Adélaïde, étant la capitale la plus proche de Woomera, un site top secret servant de base de lancement de missiles et de centre de renseignement. S'ajoute à ça que l'une des villes depuis laquelle l'homme de Somerton est susceptible d'être arrivé à Adélaïde est la ville de Port Augusta, une ville du coup relativement proche de Woomera, là où il y a le site top secret. De plus, en avril 1947, les services de renseignement américains, dans le cadre du projet Venona, avaient découvert que du matériel top secret avait fuité du ministère des Affaires étrangères à Adélaïde jusqu'à l'ambassade soviétique à Canberra, ce qui avait amené l'armée américaine à annuler tous les transferts d'informations confidentielles à l'Australie. Et en réponse à ça, le gouvernement australien avait annoncé la création d'un service de sécurité des secrets nationaux. Au-delà de ça, l'affaire Tamam Shud a été liée à une autre affaire de meurtre dans laquelle on a retrouvé le corps d'un homme mort avec la même édition de livre de poèmes posé sur sa poitrine, qui s'était déroulée 3 mois avant celle-ci, et à une autre affaire d'infanticide qui a eu lieu en 1942. Donc là, c'est super étrange, ça fait 2 fois qu'on trouve un cadavre, et à chaque fois dans l'affaire, on retrouve ce même livre. Aujourd'hui, l'affaire est toujours considérée comme ouverte au sein du département des homicides de la police d'Australie du Sud. La Société historique de la police d'Australie du Sud détient encore le buste et des mèches de cheveux de la victime. Toutes les autres tentatives pour identifier le corps de la victime ont été entravées par le formol qui a été utilisé pour procéder à l'embaumement du corps, ce qui a détruit la plupart des traces ADN. Et bizarrement, d'autres éléments clés ont disparu, comme la mallette qui a été détruite en 1986, ainsi que les déclarations des témoins qui ont été perdues au fil des années. Mais c'est pas tout, puisque les rapports d'autopsie de 1948 à 1949 ont aussi été mystérieusement perdus. Depuis mars 2009, une équipe de l'université d'Adélaïde, dirigée par le professeur Derek Abbott, essaie de résoudre l'affaire en craquant le code et en proposant l'exhumation du corps afin de procéder à des tests ADN. En effet, l'enquête du professeur Abbott amène à remettre en cause certaines hypothèses que la police avait faites. La police pensait que la différence entre la marque du paquet de cigarettes et la marque des cigarettes à l'intérieur du paquet était due à une pratique courante à l'époque qui consistait à acheter des cigarettes de moindre qualité et de les ranger dans un paquet de cigarettes de marque de meilleure qualité. Sauf qu'une vérification de la Gazette a été faite ce jour-là et il s'avère qu'en réalité les cigarettes qui étaient à l'intérieur du paquet de l'homme de Somerton étaient en réalité plus chères que la marque du paquet en lui-même. Donc, c'était pas cohérent avec la pratique courante. Normalement, tu mettais des cigarettes pas chères dans un paquet cher. Sauf que là, c'était le contraire. Du coup, ça permettait de penser que les cigarettes auraient pu contenir le poison et qu'elles auraient pu être échangées sans que l'homme de Somerton ne s'en aperçoive. Mais malheureusement, cette piste n'a jamais été suivie. Pourquoi? On ne sait pas. Un professeur d'anatomie de l'université d'Adélaïde a étudié l'oreille de l'homme de Somerton et a remarqué que, en effet, son oreille comportait une caractéristique qui était présente seulement chez 1 à 2% de la population. Et en mai 2009, le professeur Derek Abbott a consulté un expert dentaire qui a conclu que l'homme de Somerton était atteint d'hypodontie au niveau des 2 incisives latérales. Et ça aussi, c'était une particularité qui était seulement présente chez 1 à 2% de la population mondiale. Et du coup, en juin 2010, le professeur Abbott a obtenu une photo du fils de Justine, sur laquelle on peut apercevoir clairement ses dents et ses oreilles. Et du coup, il a pu constater que son fils était atteint de la même particularité, que ce soit au niveau des oreilles que des dents. Il a même ajouté que les chances pour qu'il s'agisse d'une coïncidence étaient de 1 sur 20 millions. Sachant ça, les médias ont suggéré que le fils de Justine, qui avait 16 mois en 1948, aurait très bien pu être le fils soit de l'homme de Somerton, donc la victime, soit de Boxall, et qu'il aurait été confié au mari de cette dernière. Donc forcément, une analyse ADN permettrait de valider cette théorie,
Et c'est ce que proposera le professeur Derek Abbott. Il proposera donc l'exhumation du corps pour pouvoir procéder à ces tests ADN. Mais en 2011, le procureur général a refusé l'exhumation, déclarant qu'il fallait une raison d'intérêt public qui dépasse la curiosité et l'intérêt scientifique. Ça n'a aucun sens. On pourrait procéder à des tests ADN qui pourraient nous mettre sur une nouvelle piste permettant d'identifier la victime, et là on refuse l'exhumation. Quelque chose d'encore un peu plus étrange, c'est qu'en 2013, la fille de Justine a donné une série d'interviews dans lesquelles elle déclare que sa mère lui aurait dit qu'elle aurait menti à la police et qu'elle connaissait l'identité de l'homme de Somerton et que son identité était aussi connue à un niveau plus élevé. Elle suggère aussi que sa mère et que l'homme de Somerton auraient tous deux pu être des espions, notant que sa mère était très intéressée par le communisme et qu'elle parlait couramment le russe, bien qu'elle n'ait jamais révélé à sa fille pourquoi elle avait appris cette langue, ni où elle l'avait appris. Du coup, à aujourd'hui, l'affaire n'a en réalité jamais évolué. Ils n'ont jamais réussi à identifier l'homme de Somerton. Depuis 1948, l'enquête est toujours ouverte, encore à aujourd'hui. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai fait mes recherches pour pouvoir parler de ça, j'ai eu la vague impression qu'on essayait de cacher quelque chose dans cette affaire, qu'on essayait de tout faire pour pas que l'identité de l'homme soit découverte. Bizarrement, les rapports d'autopsie ont mystérieusement disparu, la mallette a été détruite. C'est des pièces à conviction, normalement c'est des choses qui sont stockées, qui sont gardées, si au cas où un jour l'enquête doit être réouverte. C'est bizarre. Voilà, c'est tout pour moi. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, encore une fois, ça a été un plaisir de faire les recherches. C'est un sujet qui m'a intéressé. Ça a été un plaisir pour moi de tourner la vidéo et de partager ça avec vous. Surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me donner un like. N'hésitez pas à vous abonner. Ça va m'encourager pour la suite. Et fermez la parenthèse.